crise écologique extrêmement grave et extrêmement poussée. Donc aujourd'hui, on est face à un immense défi qui est à la fois apporter des réponses immédiates à la crise sociale qu'on vit aujourd'hui, donc désarmer les marchés, désarmer la finance, et puis formuler une alternative de société, pas seulement un projet électoral ou pour améliorer le système aujourd'hui, mais véritablement poser les bases d'une alternative de société qui ne soit pas une reproduction des modèles antérieurs. On a vu quand même, on parle d'un certain nombre de constats, d'un certain nombre de bilans sur les expériences passées, que ce soit l'expérience des pays de l'Est, l'expérience d'un socialisme dans certains pays en Amérique latine, mais aussi bien sûr en France de l'expérience social-démocrate depuis les années 80, et toutes ces expériences-là ont échoué, et donc on a le devoir de recommencer, mais sans reproduire ces échecs-là, pour viser un objectif d'égalité totale et de démocratie jusqu'au bout. Alors, l'ampleur de la tâche est énorme. Corinne a esquissé un certain nombre de questions qui sont très très importantes. Et bien sûr, on veut mener cette réflexion, cette élaboration, à la fois dans le front de gauche, mais au-delà, et à travers toute la diversité qui est celle du front de gauche. Cette alternative à laquelle on essaye de réfléchir, mais pour laquelle on essaye aussi de se battre au quotidien, on est plusieurs courants dans le front de gauche à l'appeler écosocialisme. Alors le terme fait débat, tout le monde ne partage pas forcément cette référence-là. Moi je crois que malgré tout il a l'avantage de signifier qu'on ne part pas de rien, qu'on s'inscrit dans une histoire qui est celle des luttes pour l'émancipation, des luttes contre les oppressions et contre toutes les dominations, mais qu'en même temps, on cherche à dépasser les traditions préexistantes et à combiner, comme Corinne l'a dit, effectivement, une tradition socialiste, c'est-à-dire anticapitaliste, et une écologie qui a mis le doigt dès les années 60-70 sur les graves problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. Bon, une fois qu'on a posé un peu ces bases-là, on a quand même besoin d'identifier un peu l'ampleur des problèmes auxquels on est confronté. Parce qu'effectivement, on a des problèmes notamment qui se posent à travers ce que font les Verts au gouvernement, c'est la sous-estimation des risques et de la crise écologique. La dimension la plus importante peut-être de cette crise concerne le changement climatique. Changement climatique qui fait l'objet une fois par an d'une conférence internationale, on en entend parler quelques jours dans les médias, et puis le reste du temps, c'est silence radio. Or, cette crise climatique est l'élément central qui surdétermine un certain nombre d'éléments qui concernent aussi bien l'industrie, l'agriculture, la vie des populations, l'immigration, etc., etc. Bref, un phénomène qui affecte l'ensemble des sphères de l'activité humaine. Et l'ampleur de la tâche et de l'alternative à construire face au changement climatique est énorme. En gros, pour résumer, on doit passer en quelques décennies d'un système énergétique qui est basé essentiellement sur les énergies fossiles à un système basé uniquement sur les énergies renouvelables. Pour mettre un frein à la machine à catastrophe qui est déjà en marche, c'est-à-dire ne pas dépasser une augmentation de la température sur l'ensemble de la planète de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre mondialement en 2050 de 50 à 85%, ce qui est gigantesque. Or, comment est-ce qu'on peut aborder les choses? Alors, la question est extrêmement compliquée, c'est une question qui se pose en plus au niveau mondial, mais il faut bien avoir conscience que ce système énergétique qu'il faut transformer en profondeur, donc qui est basé sur les énergies fossiles, il n'y vient pas de nulle part, il n'est pas neutre, c'est des choix qui ont été faits à un moment donné, et ce système énergétique est consubstantiel au capitalisme. Il a accompagné son développement, il a été formulé et forgé par lui, c'est aussi lui qui a modelé les formes compris le système capitaliste, c'est lui c'est autour de la question énergétique que se sont constitués les grands pôles économiques, que ce soit dans le charbon puis dans le pétrole, mais aussi toute l'industrie automobile, etc.,
etc. Tout ça dépend de choix énergétiques qui ont été faits à des moments donnés et qui se sont basés sur le fait qu'une appropriation privée et marchande était possible avec des énergies fossiles, ce qu'elle était beaucoup moins avec des énergies renouvelables telles que l'énergie solaire. Et on voit que ce développement de système énergétique, ce développement du productivisme en régime capitaliste suit la même évolution que l'évolution des changements climatiques. Hein. On voit que effectivement les changements climatiques démarrent véritablement à la fin du 19e, mais surtout explosent à partir des années 50. Face à cela, on nous dit souvent, notamment les experts internationaux qui travaillent sur cette question-là, que la faute en revient à l'activité humaine. Non, la faute ne revient pas à l'activité humaine, la faute en renvoie à des choix qui ont été faits à un moment donné, qui sont des choix économiques et énergétiques sur lesquels il faut revenir. Alors, on pourrait dire effectivement, l'alternative socialiste, éco-socialiste est quand même très lointaine. Est-ce qu'on n'a pas intérêt plutôt à essayer d'aménager un peu le système capitaliste? Est-ce que le système capitaliste est à même de répondre à ces défis-là? Bon, aujourd'hui, il y a tout un tas de penseurs, d'industriels, etc., qui effectivement tentent d'apporter des réponses, hein, et de créer un capitalisme vert ou une économie verte qui a été l'objet central de la conférence de Rio en juin dernier, et qui est finalement une nouvelle tentative de moderniser le système en créant des nouveaux débouchés, des nouvelles sources de profit, hein, et on voit effectivement des inventions toutes plus catastrophiques que les autres. Bon, alors les agrocarburants sont effectivement un des secteurs clés, par exemple, de ce capitalisme vert, mais plus globalement, l'idée même des mix énergétiques où finalement on garde du pétrole, on garde du nucléaire, et puis on ajoute un peu de solaire et un peu d'autres choses, vont finalement dans le même sens. De même, on a constaté depuis des années, et notamment depuis l'échec du sommet de Copenhague en 2009, que dès qu'il fallait passer aux travaux concrets, s'entendre internationalement sur la façon de réduire les émissions de gaz à effet de serre, aucune grande puissance impérialiste telle que les États-Unis, l'Union européenne ou des puissances telles que la Chine ou le Brésil étaient capables de s'entendre et de faire un pas dans la bonne direction pour réduire ces gaz à effet de serre. Et pourtant, on en aurait bien besoin de ces pas en avant, puisque on a besoin, par exemple, de réduire la demande d'énergie finale de moitié pour l'Union européenne en 2050 et de 3/4 pour les USA, ce qui est un truc véritablement un changement qui implique un changement de société véritablement majeur. Et donc pour ça, effectivement, on ne peut pas uniquement en appeler de nos voeux à des économies d'énergie, puisque bon ça, tout le monde est presque d'accord pour faire des économies d'énergie, mais il faut véritablement penser une réorientation de l'ensemble de l'appareil productif et une décroissance de la production matérielle à l'échelle planétaire. Autre point clé, il faut laisser sous le sol la majeure partie des réserves énergétiques telles que le pétrole, charbon, gaz naturel, etc., etc. Le débat, par exemple, sur les gaz de schiste, c'est pas seulement une question de pollution liée à la fracturation hydraulique, c'est le fait qu'on ne doit pas exploiter ces ressources-là, puisque les exploiter, c'est remettre 100 balles dans la machine pour le système énergétique basé sur les fossiles. Bref, il faut inventer un autre système énergétique alternatif, économe, décentralisé, hein, qui favorise une appropriation par les populations, par les salariés, qui permettent l'autonomie énergétique des territoires. Bref, tout l'inverse de la centralisation autoritaire auquel on a eu droit jusqu'ici. Or, sur cette voie-là, le capitalisme est plus qu'un problème, est un véritable obstacle. Les Nations Unies ont fait un rapport récemment. Ils chiffrent à peu près le remplacement de l'infrastructure fossile et nucléaire à l'échelle planétaire à entre 15 et 20 000 milliards de dollars, ce qui est en gros à peu près un tiers du PIB mondial. Donc on voit aussi l'ampleur économique des enjeux et le fait qu'en face, ils lâcheront pas l'affaire si facilement. Autre problème, c'est le fait que cette question énergétique, la question des changements climatiques, c'est une question directement internationale. Or,
le système dans lequel on vit est basé sur la concurrence économique des États, des nations, etc., sur la domination de certains États sur d'autres, sur le colonialisme, sur l'impérialisme, sur la prédation des ressources dans les pays du Sud, bref, sur tout ce qui va à l'encontre de ce qu'on défend en termes de coopération, de solidarité, de démarchandisation des relations internationales, etc., etc. Ça implique quand même des responsabilités pour ce qu'on raconte aujourd'hui, hein, y compris en termes de comment est-ce qu'on pense, par exemple, un gouvernement alternatif, ce qu'il devrait faire. Hein. Est-ce que on doit attendre que tout le monde se mette d'accord aujourd'hui pour réduire les gaz à effet de serre à l'échelle internationale, ou est-ce que des initiatives d'État peuvent être prises dès aujourd'hui? Donc tout ça, effectivement, implique des défis de taille et qui doivent nous faire réfléchir à quelle forme de rupture et à partir de quel objectif on se fixe une rupture avec ce système, en reposant des questions finalement qui sont assez simples. Les questions qui sont simples, c'est qu'est-ce qu'on produit, pourquoi on le produit, qui décide de le produire, comment on le produit, à partir de quelles contraintes on le produit et en fonction de quels besoins sociaux. Si on s'arrête à cette liste de questions, déjà, on a un certain nombre de débats devant nous qui sont extrêmement importants. Alors, quelques pistes un peu pour avancer. Hein. Première chose, effectivement, on a besoin de reprendre la main collectivement sur un certain nombre de secteurs clés, économiques, énergétiques, etc. La nationalisation, par exemple, des grands groupes de l'économie est un élément central. Pas parce que, effectivement, ce serait uniquement des grands groupes qui feraient du profit, donc il faudrait se réapproprier leur richesse, mais aussi parce que c'est à partir de leur puissance et de leur pouvoir qu'on pourra réorienter un certain nombre de choses. D'autre part, on a besoin, effectivement, au-delà même des nationalisations, de mettre en œuvre des processus d'appropriation sociale. C'est-à-dire qu'on a tiré un certain nombre de leçons sur les échecs des nationalisations passées. On doit aujourd'hui penser des formes d'appropriation sociale et collective de ces grands moyens de production et d'énergie de façon différente. Autre point avancé, la question des normes sur la production, sur l'habitat, sur le transport, en finir par exemple avec la rotation des produits, le fait qu'on doit jeter l'obsolescence programmée de toutes les productions, etc., etc. Autre point, le contrôle des prix et de la gratuité pour un certain nombre de biens de base, eau, énergie, transport, etc. Et le paiement extensif pour le mésusage. Je pense que Paul Ariès en parlera tout à l'heure. Je laisse ça de côté. Autre point important, la question de la défense et de l'extension de toutes les sphères publiques. Hein. Services publics, régie de l'eau publique, question des entreprises publiques pour rénover le logement, etc., etc. Ça aussi, c'est une question extrêmement importante. Deux dernières choses qui vont ensemble. La question des relocalisations, alors relocalisation des productions agricoles, relocalisation des productions industrielles, réduction des transports, etc., etc., sont des enjeux extrêmement forts et qu'on doit prendre à bras le corps. Donc ça, c'était pour donner quelques points de départ sur lesquels réfléchir. Deuxième point de départ, c'est comment est-ce qu'on articule cette pensée de, en gros, un autre système productif, un autre système énergétique, avec la question de l'organisation du travail. Hein, le travail en régime capitaliste est plutôt contraint. On a souvent le choix entre le chômage, la précarité, ou pour beaucoup de salariés, un certain nombre de pénibilité, de souffrance au travail, de maladies, etc., etc. Il faut, notre projet éco-socialiste doit s'attaquer à ces questions-là. Corinne a parlé de la réduction du temps de travail, c'est un élément central et extrêmement important de notre projet. Mais au-delà de ça, on doit travailler un contrôle collectif des conditions de travail, la question de la santé, la question des travaux pénibles, la question de l'ennui au travail, la question de la hiérarchie dans le travail, du commandement dans les entreprises, sont des questions clés.
Autre question qui touche directement les salariés, la question de la reconversion. Dans les secteurs industriels qui doivent décroître, alors il y en a un certain nombre, je ne vais pas les citer, mais je pense en premier lieu à l'armement, mais on pourrait évoquer la question de l'automobile, qui connaît une crise en France aujourd'hui très importante. On doit garantir le droit des salariés à un emploi, à une formation, à un maintien de leur qualification et à un travail avec les collectifs de travail justement qui pendant des années ont acquis un savoir. On doit aussi articuler cette question du travail avec la question du revenu, puisque on peut imaginer qu'on n'est pas là pour passer toute notre vie à travailler, mais qu'on peut envisager des phases de notre vie où on aurait un droit à un revenu garanti pour penser autre chose, changer de mode de vie, etc., etc. Dernier élément, la création des emplois. Alors Corinne en a parlé, je reviens pas là-dessus, mais je pense que deux choses sont importantes là-dessus. Par exemple, lancer une campagne pour la création d'un million d'emplois verts en France serait une très bonne chose pour le Front de gauche, mais il ne faut pas oublier dans ce cadre-là la question de l'emploi agricole. Or aujourd'hui, l'agriculture productiviste, effectivement, réduit fortement les emplois et rompre avec ce système productiviste, c'est aussi penser la création d'emplois en milieu agricole. Dernière chose, j'en m'arrête là, j'ai été déjà trop long, la question du pouvoir, de la démocratie, etc., etc. Corinne a parlé un peu de la question de la 6ème République et de ce que ça impliquait. Alors effectivement, aujourd'hui, on est face à un système et un gouvernement qui fait preuve à peu près des mêmes tares que ses précédents. C'est pas juste des faits individuels, des gens qui manqueraient de moralité. Je pense que ça participe d'un système où la finance est aux commandes. Si nous on veut rompre avec la finance, on doit rompre aussi bien sûr avec ses pratiques politiques, mais on doit se creuser la tête pour inventer d'autres formes de pouvoir, qui ne soient pas seulement l'État centralisateur et dirigiste que certains imaginent. Et première chose peut-être à penser, c'est d'abord, avant de penser les formes institutionnelles extrêmement définitive, il faut d'abord s'appuyer sur toutes les initiatives qui émergent, où les gens prennent leurs affaires en main. Alors les gens peuvent prendre leurs affaires en main dans une ville, dans un quartier, dans une entreprise, dans un village. Tout ça participe à une renaissance de la démocratie et sont les bases pour poser et pour réfléchir à des nouvelles formes de pouvoir qui doivent pas venir d'en haut, mais plutôt qui doivent s'instituer par en bas. Et si auto-organisation il peut y avoir aujourd'hui, dans une lutte, dans un collectif, sur une ville, etc., ça doit être les bases pour poser les fondements de l'autogestion pour demain. La question du pouvoir aussi est extrêmement importante dans ces dimensions décentralisées. Et là, on touche vraiment à la question de comment est-ce qu'on articule un pouvoir politique et un pouvoir sur l'économie et sur la façon dont sont organisées un certain nombre de choses. Alors par exemple, je prendrai un exemple, la question de l'énergie. Aujourd'hui, on est habitué effectivement à un système énergétique, notamment à cause du nucléaire, extrêmement centralisé. Comment est-ce qu'en inventant un système énergétique décentralisé, basé sur les énergies renouvelables, qui soit pensé à l'échelle d'un territoire, on pense l'implication dans ce système des citoyens usagers et des citoyens travailleurs. Comment est-ce que ces deux catégories-là travaillent ensemble pour inventer ces nouvelles formes de pouvoir décentralisé. Pour terminer, je dirais qu'aujourd'hui, effectivement, tu as cité Éluard, je suis complètement d'accord avec la citation que tu as faite, et je crois qu'on a besoin et nécessité de puiser dans les luttes actuelles la force, l'imaginaire, voire l'utopie qui parfois nous manque pour combattre ce système. L'exemple, par exemple, de ce qui se passe depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, autour du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est à ce point de vue éclairant. On a effectivement une zone extrêmement
rurales, avec des habitants en petit nombre et qui non seulement résistent à l'implantation d'un nouvel aéroport, mais essayent non pas d'attendre qu'on vienne leur rendre service, mais qui eux-mêmes prennent leurs affaires en main et décident d'organiser des modes de vie autres. Alors bien sûr, ce mode, c'est pas un modèle qui est forcément transportable, c'est pas une nouvelle mecque du socialisme, mais par contre, c'est la démonstration qu'il est possible de réfléchir collectivement à comment fonctionner autrement, comment s'inscrire dès aujourd'hui.